Nous sommes le mercredi 26 août 2020. Il sonne 11h, passé légèrement de quelques instants, au studio de Radio Courtoisie à Dapan, Radio Daoul à Bassa, Radio Sama FM à Niamtougou, Radio Centrale FM à Sokodé, Radio Lumière à Neho ici, naturellement Canal FM, l'heure qui fait dans votre pays d'accueil, vous qui nous écoutez au sein de la diaspora. À la technique aujourd'hui, le trio d'Atevi Thomas, Géraud Dakoucha et puis Michel Koko Vitogbe, avec autour de nos studios ici Fabrice Patom Pekezi. Bonjour. Bonjour à toi. Ça c'est bonjour à tous ceux qui nous écoutent en ce moment. Fabrice qui transporte le libéral dans sa tête, il va partager avec nous les commentaires sur quelques articles. Autant avec Gadiel Tchonyadi, Santé Éducation. Bonjour. Bonjour à tous ceux qui nous écoutent. Et à tous ceux et toutes celles. À tous ceux et à toutes celles qui nous écoutent. Merci. Une invitée que nous allons vous présenter incessamment, notre personne ressource pour nous entretenir sur les stratégies de riposte à la COVID-19. Comme nous y sommes, nous y restons avec Madame Lacté Adasso Pnipe Marceline. Bonjour. Bonjour Monsieur Sass et bonjour à tous les auditeurs et auditrices de Radio Canal FM. Vous êtes médecin, vous êtes actuellement en poste au centre de santé de Kodjoyakope. Oui, c'est ça. Et c'est vous, la belle grande dame qui nous accompagne pour nous expliquer la stratégie de riposte à la COVID-19. C'est plutôt moi qui suis très honoré d'être à vos côtés. Ça nous flatte, n'est-ce pas Fabrice et Gadiel? Oui, ça flatte. Eh bien, nous partageons ensemble la pensée du jour. Fabrice, Gadiel et Pnipe, je ne sais pas si vous avez des ennemis. Alors, si vous aviez des ennemis, la meilleure façon pour vous de vous venger de vos ennemis, c'est de ne pas leur ressembler. Donc, c'est la pensée du jour. La meilleure façon de se venger de l'ennemi, c'est de ne pas lui ressembler. Nous voudrions dédicacer cette émission à un aîné qui nous fait l'honneur de nous suivre. Il souffle aujourd'hui une bougie de plus, jubilé de titane. Vous allez calculer un peu combien d'âge ça fait pour notre aîné. Lui-même, son épouse et leurs enfants nous suivent fidèlement au club de la presse. Si je donne quelques indications, Fabrice, notre aîné est médecin vétérinaire de formation. Il a étudié à Dakar où il a travaillé encore pendant longtemps et il mène une carrière publique très riche. Il a été tour à tour ambassadeur, N fois ministre. Actuellement, il est le directeur national du mécanisme africain pour l'évaluation par les pairs, le MAEP, et il dirige le conseil des sages du Parti uni. C'est le professeur Charles Kondi Agba. Le professeur Kondi Madjom Charles Agba, c'est à lui que nous dédicassons cette émission pour son jubilé de titane. Joyeux anniversaire, joyeux anniversaire. Merci. Alors, si quelqu'un trouve l'âge qui correspond au jubilé de titane, vous avez un prix. C'est pas moi, c'est le professeur Agba qui va vous décerner son prix. Si vous trouvez l'âge qui correspond au jubilé de titane. Sans transition, nous attaquons directement l'émission par des questions de santé publique, des informations positives pour le continent africain et nous-mêmes. Ces informations qui nous viennent de l'OMS, la moindre des choses, c'est que c'est bon pour le moral, au moins si nous savons que l'Afrique et nous-mêmes, nous avons éradiqué quelques maladies qui décimaient nos populations il n'y a pas longtemps. Commençons avec Fraternité qui écrit que la poliomyélite est officiellement éradiquée du continent africain. C'est l'OMS qui nous donne cette certification. Docteur Lacté
c'est une bonne information pour le pays, pour l'Afrique. Oui, une très bonne information, surtout pour les enfants qui peuvent être paralysés par cette maladie. Merci, mais attention, la maladie reste encore dans quelques pays comme l'Afghanistan et le Pakistan. Comme nous venons dans tous les sens, faisons attention que quelqu'un ne transporte pas ce virus-là de ces pays pour nous contaminer, docteur. Et c'est ça. On peut compter sur vous pour veiller à cela. La vigilance est de mise quand même. Nous continuons la surveillance. C'est vrai que l'OMS dit que la maladie est éradiquée, mais la surveillance continue pour pouvoir détecter le plus tôt possible des cas et mener une riposte rapidement. Merci. La poliomyélite est éradiquée au Togo, en Afrique. C'est pas la seule. Autre maladie, c'est la trypanosomiase humaine africaine que nous appelons communément la maladie du sommeil. Le Togo Matin nous en informe, ou bien nous le rappelle. Élimination de cette trypanosomiase humaine africaine par le Togo. Togo Matin y voit plusieurs décennies de combats acharnés couronnés de succès. Même titre que vous nous faites, Fabrice, quand le libéral écrit élimination de la maladie du sommeil, le Togo qui se pose en exemple en matière de lutte contre les maladies tropicales négligées en Afrique. Fabrice? Oui, je crois que ce sont des informations quand même qui proviennent de l'État et de l'OMS par rapport à la lutte contre ces maladies-là. Je crois quand même que ces informations qui tombent en ce moment où le monde s'organise à combattre la COVID-19 rassure plus ou moins, puisque c'est un peu ce qu'on peut qualifier de bonnes nouvelles dans le domaine de la santé, qui depuis quelques mois, ou du moins depuis le début de l'année, est dans une série noire avec cette maladie qui décime pratiquement la population dans beaucoup de pays en Europe et aussi en Afrique et au Togo, où on est déjà au-delà de 1000 cas en ce qui concerne les contaminations. Et donc je crois que ça voudrait dire qu'il y a quand même un effort, et l'OMS a un intérêt à communiquer autour, elle qui a été aussi très décriée par rapport à son organisation face à la Covid, même si par la suite on finit par comprendre que elle n'avait pas totalement tort, parce que presque tous les reproches aujourd'hui sont objets de débats et de critiques par rapport à ce qui a été dit à l'époque. Et donc, c'est de bonnes nouvelles quand même. Et surtout la maladie du sommeil, c'est des maladies quand même qu'on a constaté à l'époque coloniale. On en parlait déjà avec les initiatives des colons, ou du moins du colonisateur qui luttait contre ces genres de maladies. Ça fait des années. Aujourd'hui, si pratiquement on est au bout du tunnel, on ne peut que rendre grâce à Dieu. Merci. Le Togo, le continent africain qui ont éradiqué, nous avons éradiqué la trypanosomiase animale africaine, et au niveau continental africain, c'est la polio que nous avons réussi à éradiquer. Certification de l'OMS. Nous apprenons à l'instant que le Rotary International a beaucoup soutenu l'OMS dans ses actions. Bravo aux bonnes volontés. Mais si nous avons éradiqué ces maladies, il y a d'autres maladies tropicales négligées qui continuent à nous décimer, n'est-ce pas, Gadiel? Vous qui nous en parlez chaque semaine dans les colonnes de santé et éducation. Oui, il y a des maladies qui sont là et qui continuent par sévir. Donc, il faut informer, il faut éduquer. Il faut se mettre dans des mesures préventives. Donc, c'est pour ça que nous sommes là. C'est pour ça que nous sommes là, jouer sur la prévention. Nous ne sommes pas médecins, mais journalistes qui apprenons chaque jour un peu plus. Cette maladie dont vous nous parlez beaucoup, ce sont les accidents vasculaires cérébraux, les fameux AVC qui déciment. Qui n'a pas un parent, un voisin, un collègue souffrant de cette pathologie? Attention aux aliments ultra transformés. C'est votre alerte de ce jour, Gadiel. Effectivement, les aliments ultra transformés, ça abonde sur le marché, vous savez, et tout le monde aime ces aliments parce que c'est des aliments industriels, et les promoteurs les ont conçus pour plaire à la langue, parce qu'il y a des goûts, il y a des odeurs, donc ça plaît à tout le monde. Ce sont des aliments qui ont été
défaire de leurs éléments nutritifs. Et puis, on leur a ajouté des éléments dont le corps n'en a pas besoin, des conservateurs par-ci, par-là, des colorants. Et puis, un excès d'un certain nombre de substances qui font mal à l'organisme. On veut parler du sucre, du sel, du gras. Alors, ceux qui sont diagnostiqués avoir des problèmes cardiovasculaires, c'est à eux que nous lançons ce cri. Attention à ces aliments ultra transformés. Cela agresse les organes qui sont déjà atteints par ces maladies. Ces aliments ultra transformés qui sont bons au goût, et on peut le dire que c'est un peu la mode actuellement, le met notamment au sein des jeunes. Quand je parle de saucisses, de hamburgers, de pizza, de shawarma, de jambon, de soupe industrialisée, de steak, ce sont ces aliments-là qui plaisent beaucoup à nos jeunes, les jeunes qui ne savent pas toujours, qui s'empoisonnent en consommant ces aliments. Ben, vous savez, oui, pour toutes ces sites dont vous venez de parler, si les gens sont en bonne santé, ok, de temps en temps on peut en consommer, mais parlons des malades, de ceux qui ont des maladies chroniques comme l'hypertension, le diabète. Vous savez, on peut encore rappeler les statistiques au Togo, 30% de Togolais sont hypertendus et 8% sont des diabétiques, donc le mal est réel, et c'est ça qui conduit à des crises. Après avoir consommé, vous allez voir la personne aujourd'hui, demain on dit que la personne a une crise. Faisons attention, et c'est ça le nœud même de la lutte contre ces maladies cardiovasculaires, le changement du choix alimentaire. C'est ça qui fait défaut et qui conduit à des crises, malheureusement. Autre organe très vital pour notre organisme, c'est le foie. Il n'y a pas longtemps, nous parlions des maladies du foie, et aujourd'hui vous y revenez avec cette recette, la betterave que vous nous recommandez pour prendre soin de notre foie. Le foie, d'aucuns l'appellent le grand douanier de l'organisme, parce que c'est par lui qui passe plusieurs fonctions, pas de 300 fonctions pour cet organe. Donc c'est important d'entretenir cet organe. Là, il y a une recette très importante que nous recommandons à tout à chacun, une petite recette au jus de betterave. Le jus de betterave, très important pour entretenir le foie. Le foie, c'est l'organe de vie. Et ce jus, c'est un jus de vie. Alors, allons à la pratique. Merci. Passons maintenant à la page 3 avec cet article qui devrait intéresser dans les couples. Vous nous parlez du nep-nep. Plus de plaisir sexuel dans le couple. Écrivez-vous. Le nep-nep, ce n'est que le fruit de cet arbuste-là, l'acacia que nous avons chez nous. Tout à fait. Eh bien, vous nous écrivez que le nep-nep a des vertus médicinales très efficaces. Il est utilisé dans la fabrication de plusieurs médicaments. Et vous déclinez la liste des bienfaits de ce fruit. Il est bon pour guérir les plaies. Il est également recommandé contre la toux et autres troubles digestifs. Il est un puissant aphrodisiaque pour les hommes. C'est également un ami pour la sexualité des femmes. Tout le monde est servi, Gadiel. Tout à fait. La particularité de cette graine, c'est ça, c'est que elle apporte le complet au couple marié, ceux-là qui ne se retrouvent plus dans la libido, une chute de libido, de plaisir sexuel dû au stress du travail, au souci de la vie. Donc, il y a beaucoup aujourd'hui, on peut dire que le manque de plaisir, ou bien de plaisir, de désir sexuel dans le couple, c'est devenu un problème de santé publique, parce que plusieurs couples ont ce problème. Il y en a qui se taisent, qui ne disent pas grand-chose, mais il y en a qui cherchent des solutions. Nous, on fait des recherches pour proposer aux populations. Donc, le nep-nep, bon pour la libido de la femme, et puis qui donne de l'énergie et une bonne érection chez l'homme. Fabrice va prendre ça, surtout que vous complétez l'article avec les recettes. Fabrice, vous allez lire l'article, faire l'expérience, et la prochaine fois, à la troisième mi-temps, vous nous direz, d'autant plus que ce nep-nep là permet de lier l'utile à l'agréable. Pas seulement le plaisir sexuel au lit, mais le nep-nep également est recommandé contre l'hypertension artérielle. Fabrice, une raison de plus pour que vous alliez faire l'expérience. Bon, je verrai ce que mon médecin dira.
merci de filer la perche aux médecins. Et Gadiel, on va finir avec vous. Quand vous nous transportez au sein du service social du centre hospitalier universitaire Sylvanus Olympio, nous en parlons beaucoup pour ce qui ne va pas, également pour ce qui va. Aujourd'hui, vous nous recommandez le service social qui existe au sein de cet hôpital. Il est à la disposition aussi bien des patients qui sont hospitalisés que ceux qui viennent en consultation. Tout à fait. Vous savez, c'est un service dont on ne parle pas tout le temps, mais qui est là et qui fait son travail, le service social du CHU, Sylvanus Olympio, qui quand même apporte une aide à ces personnes qui, à un moment donné, des soins, n'ont plus les moyens pour couvrir les frais. Donc, il faut se rendre là, il faut demander au niveau du service social de CHU pour prendre des informations. Alors, nous avons fait un flash sur ce service parce que on est allé au bilan et on a trouvé qu'il y a quand même de bonnes choses qui sont faites et beaucoup en profitent. Bon, maintenant, il faut que tous ceux qui sont vraiment des nécessiteux s'adressent à ce service pour prendre des aides là-bas et aller aux soins et sans problème. C'est un service qui est créé pour les personnes vulnérables. Il n'est pas bien de tricher avec. Qui peut bénéficier de ce service et comment bénéficier de l'aide sociale, c'est à découvrir à la page 6 de Santé et Éducation. Sans transition, nous passons à la Covid-19. C'est l'actualité aussi bien au Togo que partout dans le monde. Togo Matin nous en parle avec cet article. Covid-19 au Togo, attention à l'explosion des contaminations communautaires. Et toujours sur le sujet, Santé Éducation à la page, Togo Matin à la page 11, écrit ceci: augmentation des cas positifs à la Covid-19, bouclage sectoriel des villes, la force mixte anti-pandémie Covid-19 donne les raisons des dernières mesures prises. C'est à lire, tout comme Fabrice. Votre journal, Le Libéral, vous nous rappelez que les préfectures de Tchaoudjo, de Tchamba et de Sotouboua sont sous couvre-feu depuis déjà 2 jours. Oui, depuis mardi, disons hier. Je crois que c'est une décision du gouvernement. Et quand vous parcourez un peu le communiqué que la FOSAP a rendu public également depuis hier, vous allez comprendre qu'il y a des raisons à ce que ces zones-là soient plus ou moins bouclées. Parce qu'on évoque que les mesures qui ont été édictées en ce qui concerne l'organisation des fêtes traditionnelles, par exemple, sont pratiquement foulées aux pieds. Et ça explique clairement pourquoi cette zone-là dans la région centrale semble devenir pratiquement l'épicentre de l'épidémie au niveau du Togo. Et j'espère tout simplement que il y aura une certaine efficacité dans ce qui est fait, parce que c'est vrai que quand on boucle seulement quelques zones dans un environnement aussi vaste, on se demande comment cela pourra être fait, et surtout que très souvent les questions liées à la communication, ça laisse un peu à désirer à l'intérieur du pays. J'espère qu'il y a une forte communication qui sera faite au niveau des populations pour qu'elles ne semblent pas être surprises sur le terrain lorsqu'elles verront les forces de l'ordre agir dans le cadre donc de cette mesure, notamment le couvre-feu. On peut présumer que les mesures sont prises parce que le coordonnateur national de la riposte, le médecin-colonel Djibril, se trouve dans la localité. Nous apprenons également que toute une armada de ce que la région compte de cadres politiques dans le secteur administratif, dans le secteur des affaires, toutes ces personnes-là, des hommes et des femmes, se trouvent dans les régions peut-être pour accompagner la pédagogie. Autre journal qui nous parle de ce sujet, c'est Liberté qui écrit « Prévention contre la Covid-19, Sokodé, Tchamba et Sotouboua déjà bouclés, mais la préfecture du Golfe, Agoué et Kara sont dans le viseur si la discipline ne revient pas. Et quand nous parlons de Lomé, notamment la préfecture d'Agoué, Fabrice, vous habitez dans le coin. Je travaille là-bas. Vous travaillez à Agoué. Oui, c'est vrai. Agoué semble être le coin plus ou moins paradisiaque de la capitale.
on boit beaucoup, on fête beaucoup dans les bars, et c'est une réalité. Quand vous commencez du côté de la Védji, en balayant un peu à Goué, en allant jusqu'à Legbasito, vous allez vous rendre compte que on a l'impression que c'est un pays dans un pays. Et c'est un peu la même situation à l'intérieur du pays. Figurez-vous, moi j'étais à Kara il y a 2 semaines. Dans les salutations, une dame me demande comment ça va avec votre maladie là à Lomé. Bon, c'est-à-dire que c'est comme c'est Lomé quoi. On en parle à Lomé, donc c'est Lomé quoi. Et bon, voilà, donc ça voudrait dire qu'il y a quand même si à Lomé on regrette un peu la question, on parle de relâchement. Il y a un problème de prise de conscience quand même à l'intérieur du pays, et je crois que il faut continuer par accentuer en ce qui concerne la sensibilisation. Peut-être que Agoué gagnerait à avoir un maire comme Monsieur Abouka, et peut-être qu'il y aurait plus de discipline. Alors nous en venons maintenant à notre invité, Dr Lacté Adassou Pnipe Marceline. Rebonjour. Bonjour Monsieur Sass. Maintenant, nous le savons tous, les 3 préfectures, Tchamba, Tchaoudjo et Sotoboua, sont déjà bouclées. Oui. Liberté dit que si on ne fait pas attention, Golf, Agoué et Kara également pourraient connaître ce sort-là. Mais restons dans les 3 zones bouclées. Qu'en est-il des mouvements des personnes et des biens actuellement dans Tchamba, Sotoboua et Tchaoudjo? Merci. Vous savez que avec les fêtes traditionnelles qui ont eu lieu là-bas, il y a eu un regain de contamination. Donc, sur orientation du conseil scientifique, vu la propagation de la maladie, de la pandémie dans ces 3 localités, le gouvernement a pris la décision de boucler ces zones. Donc, lorsqu'on dit bouclage de zones, c'est que les populations de ces zones ne peuvent plus sortir pour aller dans d'autres localités. Lorsqu'on prend Sotoboua, c'est beaucoup plus à Djengere qui fait l'objet d'un couvre-feu. C'est vrai que Sotoboua est bouclé, mais Adjengere fait l'objet particulièrement d'un couvre-feu parce que c'est là-bas qu'il y a un village qui constitue comme un cluster. Donc, il y a des barricades à tous les niveaux pour voir qui sort, qui rentre, puisque lorsqu'on quitte le sud pour aller au nord, on passe quand même à travers ces villes. Donc, il y a des barricades de la force anti-Covid-19 qui sont à des points stratégiques pour systématiquement surveiller ces véhicules qui passent, éviter que les véhicules stationnent ou bien qu'ils prennent des patients dans ces villes. Mais bon, dans la ville, la population circule, mais c'est sortir de la ville pour aller dans d'autres localités qui est interdit. Donc les gens peuvent bouger au sein de Tchamba, Sokodé, Adjengere, un peu dans la région, mais c'est ceux qui viennent de l'extérieur qui font l'objet de contrôle. De même que les habitants de ces localités ne peuvent pas sortir librement comme ça et aller dans d'autres régions du pays. Effectivement, à moins qu'il y ait une urgence. Il peut y avoir une urgence de santé qui nécessite qu'on puisse vous référer. Donc, lorsqu'il y a des cas particuliers comme cela, ou bien lorsqu'il y a un laissez-passer pour une urgence, là, vous pouvez sortir de ces localités pour aller dans d'autres. Vous l'avez déjà dit, le coordonnateur, en fait, le colonel Djibril est passé dans toutes ces zones, exhorter le personnel de santé pour accentuer la sensibilisation. Et le bouclage de ces zones-là, comme ils font l'objet des dépistages, la population voit que ce n'est pas une question de sécurité, mais c'est une question de santé, puisqu'ils voient les agents de santé sur le terrain faire des dépistages systématiques surtout des personnes concernées. Je crois que la population, cela réveille même leur conscience, parce qu'il y a certains qui continuent par dire, comme votre confrère l'a dit, oui, votre maladie là, ils pensent que la maladie est concentrée à Lomé, alors que il y a des cas de contamination vers l'intérieur. Donc ce bouclage, ce dépistage aussi des personnes suspectes permettra de relever la conscience des personnes
qui sont vers l'intérieur. Merci. Au début de la pandémie, quand nous tous avions peur, le gouvernement avait pris la mesure, le programme Novici, qui allait au secours de certaines personnes, dont les artisans du secteur informel qui avaient perdu leur travail. Est-ce que la même chose va être rééditée au profit des populations de Tchamba, Sotoboua et Tchaoudjo? Je pense. Je n'affirme pas. Je pense que ce programme Novici sera étendu à ces populations vulnérables qui seront encore plus touchées par ce bouclage des villes. En temps tout récemment, Soudou a bénéficié. Soudou dans la Soli a bénéficié de ce programme. Donc je pense sincèrement que le gouvernement, comme il sait bien le faire, va étendre ce programme Novici pour aider ces populations vulnérables qui peuvent être durement frappées par le bouclage de ces villes. Une auditrice qui nous suit voudrait savoir si un accompagnement fait au bénéfice des personnes vulnérables en termes de distribution de dispositifs de lavage de mains, de cache-nez, voire même des produits alimentaires. Pour ces localités, je ne sais pas. Mais lorsque l'infection a commencé, la pandémie a débuté au niveau de Lomé commune, maintenant région Grand Lomé, il y a eu quand même des dispositifs de lavage des mains que nous avons disponibilisés à tous les coins de rue pour le lavage des mains. Et il y a eu des voitures sonorisées pour sensibiliser la population, des relais communautaires que les anciens districts de Lomé commune avaient formés pour passer dans les villes, dans les villages, dans les quartiers, sensibiliser la population pour le respect des mesures barrières. Donc je suis sûre que ces mesures, les directeurs préfectoraux de ces zones que vous avez citées, ayant reçu l'appui de la coordination nationale de gestion de la riposte, je suis sûre que ces directeurs préfectoraux sont également à pied d'œuvre pour mettre en place toutes ces mesures que vous avez citées. Merci. Alors, est-ce que vous pouvez nous donner une idée de la durée du bouclage et du couvre-feu dans ces zones? La durée du bouclage et du couvre-feu dépendra de la maîtrise de la pandémie dans ces zones. Tant que la pandémie ne sera pas maîtrisée, tant que les prélèvements qu'on aura à faire dans ces zones donneront encore beaucoup de positifs, c'est que le couvre-feu va durer. C'est juste la maîtrise de cette maladie qui fera lever le couvre-feu. Parce que quand on regarde, je prends par exemple la journée du 19, où Tchaoudjo seul a 13 cas confirmés sur 17, je crois que c'est beaucoup. Donc il faut que cette contamination diminue, cette progression chute avant qu'on ne lève le couvre-feu ou le bouclage de la préfecture. Un autre auditeur rappelle qu'il n'y a pas longtemps, le professeur Djibril disait que il y avait des foyers de contamination également dans la Soli, dans Soudou et dans la région de la Kara. La question, pourquoi la Kosa et la Soli ne font pas l'objet de ce bouclage actuellement? Bon, je crois que c'est le nombre de contaminations, le nombre de cas confirmés qui fait que ces deux préfectures que vous venez de citer ne font pas encore l'objet de bouclage. Je l'ai dit tantôt, je prends la journée 19, 13 contaminés sur 17 pour Tchaoudjo seul, je crois que c'est un peu trop. Je prends le 22 où les trois préfectures font à eux 19 contaminés sur 36. C'est vraiment énorme. Le 21 même, Tchaoudjo seul fait 14 sur 27. Je crois qu'il était vraiment temps qu'il y ait ce bouclage pour pouvoir contenir la contamination et ne pas laisser cette contamination aller dans d'autres contrées. Merci. Dans ce sens, je rappelle l'article de Liberté qui nous alerte. Actuellement, c'est Sokodé et Tchamba et Sotoboua qui sont bouclés, mais Golf, Agoué et Kara sont également dans le viseur. C'est dit, madame, que si jamais on devait connaître des contaminations en flèche, aussi bien dans Golf, Agoué que Kara, nous risquerions également de passer sous bouclage. Oui, effectivement. Lorsque vous prenez la situation épidémiologique journalière, il y a beaucoup de cas confirmés au niveau d'Agoué. Sauf que ces cas n'atteignent pas ce que nous voyons dans les trois localités bouclées. C'est pareil pour Kara,
qui en un jour avait 7 cas positifs. Pour cette pandémie, déjà un cas positif, c'est un problème. Donc c'est l'occasion, et vous le faites si bien au niveau de Canal FM, au niveau des autres médias qui nous accueillent pour pouvoir parler à la population. Vous continuez par sensibiliser la population. Juste avant de venir, j'ai dû forcer une personne pour qu'on puisse la suivre. Elle est personne contact d'un cas confirmé, mais elle nous dit à Lomé, avec toute cette sensibilisation, que non, que sa petite sœur souffre d'asthme, que cette maladie-là, ce n'est pas ça. Donc, ici à Lomé. Oui, ici à Lomé. Donc, je crois que je ne peux que vous remercier pour cette sensibilisation que vous continuez. Un jour, elle finira par comprendre que ces personnes qui sont encore réticents finiront par comprendre qu'ensemble, nous pouvons vaincre cette maladie. Merci, madame. Vous êtes médecin, vous êtes au centre de santé de Kodouya-Kopé. Vous-même, vos confrères médecins, les infirmiers, les sages-femmes, le corps hospitalier, c'est vous qui êtes au front. Et malheureusement, il y a un certain nombre d'entre vous qui sont contaminés. Et puis, nous parlons aussi de vous en matière d'insuffisance, voire d'absence de mesures adéquates. Aujourd'hui, c'est Fraternité qui écrit que les médecins, vous les médecins, vous êtes remerciés en monnaie de singe. Madame, est-ce que vous pouvez nous rassurer maintenant que avec les appels de vos propres appels, par les médias, que les mesures sont suffisamment, sont progressivement mises à votre disposition pour que vous soyez en bonne santé et organiser la riposte? Vous savez, je ne peux que parler de la zone dans laquelle je suis. Depuis le début de cette pandémie, nous avons toujours bénéficié des équipements de protection individuelle. Les dispositions étaient prises déjà au niveau de toutes les formations sanitaires qui sont dans la zone, dans la région Grand Lomé, et il y a une supervision hebdomadaire pour voir si le personnel de santé respecte les dispositions mises en place. Donc il n'y a pas une formation sanitaire dans Grand Lomé, du moins publique, même les privés aussi ont pris le pas, dans laquelle tu peux rentrer sans un cache-nez, ce n'est pas possible, dans laquelle tu peux rentrer sans laver les mains. Déjà dans les lieux d'accueil, les bancs, il y a cette distanciation physique qui est respectée. Pas plus tard que la semaine passée, le ministère a envoyé aussi des superviseurs inconnus pour voir si nous respectons. C'est après avoir fait l'enquête qui s'est approché, que le superviseur s'est approché de nous pour nous parler, pour dire qu'il a été envoyé par le ministère, parce que c'est vrai, la pandémie commence par durer et les gens commencent par se lasser. Donc, pour voir si nous continuons par respecter ces mesures barrières, parce que si nous sommes contaminés, nous constituons un danger pour la population, puisque plusieurs personnes passent chez nous. Donc, je voudrais rassurer les auditeurs, en tout cas pour la zone dans laquelle je suis, toutes les dispositions sont prises. Nous sommes dotés en masques, en gel, en tout cas en épi, surtout pour les équipes d'intervention rapide. Ils sont dotés hebdomadairement des équipements de protection individuelle qui leur permettent d'aller vers les cas suspects et les prélever en toute sécurité. Merci madame docteur Lacté Adassou Pnipe Marceline, médecin au centre de santé de Kodouya-Kopé, notre personne ressource de ce jour. Eh bien Fabrice Gadiel, l'arme favorite dont nous disposons, c'est la sensibilisation. Or, vous avez le témoignage de cette dame-là, Akara. Vous nous écoutez, docteur Lacté, qui nous racontait que ce matin même, ici à Lomé, quelqu'un lui a fait comprendre que cette maladie n'existe pas. Ça veut dire que nous ne devons pas abandonner le travail de sensibilisation au jour le jour. Oui, je crois qu'il n'y a que ça. Il n'y a que ça. Et puis la complexité au niveau de la campagne de sensibilisation aussi, bon, puisqu'il faut éviter les contacts, c'est pas des sensibilisations de masse. Donc il faut beaucoup utiliser les médias et aller dans plusieurs langues, ce qui complique un peu la tâche, surtout quand on est à l'intérieur du pays où tout le monde n'a pas forcément la possibilité d'avoir le petit transistor. Et donc je crois aussi qu'il faut passer par les leaders d'opinion, comme on les appelle, dans ces zones-là, des gens quand même
qu'on écoute beaucoup, les chefs cantons et autres. Les leaders religieux. Les responsables d'associations, de regroupements folkloriques et autres. Il n'y a que ça. Bon, maintenant, les gens attendent toujours voir un exemple peut-être dans sa famille avant de croire et tout cela. Et c'est un peu compliqué, mais il n'y a que la sensibilisation et il faut l'accentuer surtout. Gadiel, vous êtes d'accord avec nous? Tout à fait, il faut continuer par informer, par sensibiliser. Vous savez, cette maladie, elle est là et ça fait à peine 1 an. Donc, on n'est même pas encore arrivé à, je pense, au mois de mars prochain que ça va faire 1 an. Donc, voilà la nature de la maladie et le mode de vie que cette maladie bloque. Et tout ce que nous avons comme contact, donc il faut continuer par sensibiliser. Vous savez, ce n'est pas seulement la Covid, il y a plusieurs maladies dont les gens pensent que ça n'existe pas. Est-ce que vous voyez? Donc il faut continuer par sensibiliser, par informer, et puis sévir. Je pense que avec ça, on va arriver à un niveau où le grand nombre de nos populations va respecter les mesures barrières pour une protection à large échelle publique, quoi. Merci, docteur. Vous restez à nos côtés. C'est une tradition. À partir de 12 heures, les auditrices et auditeurs pourront entrer en ligne sur les 2 numéros, le 22 21 33 74 ou bien le 22 20 19 68 pour chercher à en savoir davantage. D'ici là, Fabri, nous abordons les autres sujets parus dans vos journaux aujourd'hui. Une fois n'est pas coutume, il y a un certain nombre d'informations économiques qui vont nous changer un peu de la politique. Commençons par le confrère La Dépêche qui écrit à la page 5 ces nouvelles réformes douanières qui simplifient désormais la vie des opérateurs économiques. Les réformes, il y en a été abondamment question hier avec le ministère de l'économie et des finances qui a fait le point des réformes, notamment pour l'année 2019. Ce qui revient dans la colonne de Togo Matin qui écrit la mise en œuvre des réformes à fin décembre 2019 a été passée en revue hier avec quand même ce constat que malgré toutes ces réformes pour lesquelles le Togo est récompensé notamment par la Banque mondiale, l'activité économique cette année 2020 est révisée, notamment le taux de progression économique qui avait été envisagé à 5,5% se trouve réduit aujourd'hui à 1,3% pour l'année 2020. Là, c'est encore un effet de la Covid-19. Oui, naturellement, je crois que les spécialistes en économie l'avaient annoncé que par rapport au taux de croissance qui va naturellement chuter. Et je crois que ça s'explique largement, même si certains s'amusent à dire que c'est un prétexte, cette pandémie-là. Non, individuellement, chacun dans son coin sent quand même que quelque chose a changé et que au niveau des activités, ce n'est plus comme d'habitude, ce qui forcément aura un impact sur le revenu individuel et qui va impacter celui sur le plan national. Et maintenant, aujourd'hui, il faut réfléchir à des moyens pour pouvoir se tirer d'affaire. Les réformes, il faut les faire et il faut qu'elles tiennent compte également des réalités pour qu'on n'ait pas des réformes qu'on prend ailleurs pour venir appliquer ici. Et en ce qui concerne l'OTR, je crois qu'il y a quand même des réformes courageuses qui sont en train d'être faites, surtout à partir du mois de septembre avec le système SAM et autres. Et j'espère tout simplement que ça va se passer bien et qu'une sensibilisation doit être bien faite pour que les populations comprennent que ce qui est fait n'est pas forcément fait contre leur intérêt, mais c'est beaucoup plus pour l'intérêt national. Et il faudra aussi une certaine honnêteté, même si on est dans le domaine du business, du commerce, il faudra les commerçants, tout ça là, doivent faire preuve d'honnêteté pour ne pas utiliser ces réformes-là qui seront faites et rentrer un peu dans ce que je peux appeler entre griffe l'arnaque du consommateur en trouvant des prétextes liés aux réformes qui sont appelées à venir dans les prochains jours. Ces réformes, je rappelle, qui nous ont valu des satisfecits, notamment dans les classements d'une business de la Banque mondiale. Mais malgré cela,
nous allons devoir nous contenter d'un taux de croissance de 1,3% pour l'année 2020, alors que nous escomptions 5,5%. L'activité économique qui ralentit. C'est dans ce temps également que pour soutenir les entreprises, le gouvernement a dû faire l'effort de sacrifier des rentrées fiscales, ces exonérations fiscales également qui vont se convertir en une diminution des ressources dans les caisses de l'État. Oui, bien sûr. Vous savez que l'État repose beaucoup plus sur les impôts. Et je crois que c'est une bonne mesure parce qu'en réalité, les impôts ne tombent pas du ciel. Ce sont les contribuables qui payent ces impôts-là. Et donc, si on ne tient pas compte de la situation dans laquelle se retrouvent aujourd'hui la plupart des entreprises pour changer un peu quelque chose et les soulager, une chose est sûre, si les entreprises s'écroulent, c'est que naturellement au niveau de l'imposition il y aura un impact. Donc il est aujourd'hui question de voir dans quelle mesure il faut accompagner ceux qui payent pour qu'ils ne soient pas asphyxiés, pour qu'ils ne disparaissent pas, pour qu'ils existent et qu'ils puissent quand même payer quelque chose qui ne les amène pas à mettre la clé sous le paillasson. Et je crois que cette mesure du gouvernement est très capitale pour essayer de relancer l'économie. Ça va peut-être durer dans le temps, qui sait, jusqu'à l'an prochain, parce qu'effectivement, beaucoup d'entreprises dans certains secteurs, quand vous prenez celui de l'hôtellerie, il est carrément à terre. Donc aujourd'hui, on peut pas demander quand même aux hôtels, par exemple, de payer comme ils ont l'habitude de faire, alors que quand vous observez tous ces grands immeubles qui sont appelés hôtels aujourd'hui à Lomé la nuit, tout est noir. Ça voudrait dire qu'il y a pas de clients. Et effectivement, par rapport à la situation, il n'y a pas de clients. Donc il y a beaucoup de domaines comme ça qui sont affectés et je crois qu'il faut des mesures comme cela pour pouvoir soulager un tant soit peu les uns et les autres pour que l'économie tienne un peu. Dans cette grisaille économique, il y a quand même cette lueur-là avec le lancement des travaux de construction de la plateforme industrielle d'Adéticopé, Liberté, d'autres journaux, nous en parlent. Eh bien, cette plateforme industrielle est supposée s'étendre sur une superficie de 400 hectares. Elle vise la transformation des richesses locales pour les exporter, notamment le coton, le riz, le soja, l'anacarde, le sésame. Ces denrées qui vont être transformées pour avoir plus de value et être exportées. Dans la plateforme, il est envisagé un investissement jusqu'à hauteur de 130 milliards de francs CFA et à terme, c'est autour de 35 000 emplois directs et indirects qui vont être créés. Ouais, bon, sur papier, c'est bien beau et il faut tout simplement prier, croiser les doigts que dans la réalité, effectivement, on puisse aboutir à cela. Surtout la question des emplois. Il faudrait pas que ce soit des emplois précaires, que ce soit des emplois quand même qui puissent permettre à ceux qui l'exercent de s'épanouir. Donc, il faut pas être, je n'affiche pas un pessimisme béat, mais je dis tout simplement quand même qu'il y a eu quand même des projets comme ça qui ont été vantés par le passé et finalement qui se sont révélés une grosse déception. Aujourd'hui, quand on parle de la zone franche qu'on a vanté, c'est pas vraiment, c'est quelque chose, mais c'est pas vraiment ce qu'on attendait. Et donc, cette plateforme-là plaise à Dieu, qu'elle puisse vraiment, ce qu'il y a sur papier puisse se concrétiser dans la réalité. On se rappelle comment Feu Gnassingbé Yadema émettait plein d'espoir dans la zone franche industrielle lorsqu'il le lançait en grande pompe en 1989. Les jeunes étudiants que nous étions, nous croyons que ça allait être un Eldorado. 30 ans après, c'est tout au plus quelques milliers d'emplois qui sont créés et les conditions dans lesquelles travaillent ces agents dans la zone franche, les salaires, tout ça, disons que les fleurs les fruits ne sont pas l'expression de la promesse que portaient les fleurs. Oui, ça a été un grand désenchantement, effectivement. On se souvenait cette année, les choses apparaissaient comme personne ne serait plus au chômage et que du boulot il devait. On disait même que le Togo allait devoir importer des travailleurs. C'est nous plutôt qui continuons 30 ans après à exporter nos jeunes ailleurs. Justement, qu'est-ce qui a pu se passer? Est-ce que le projet était bien ficelé, que c'est la réalisation sur le terrain qui n'a pas marché? C'est des éléments quand même qui amènent parfois à douter, mais c'est pas un doute pour dire que ça ne marchera pas.
c'est un doute qui constitue pour moi une certaine pression sur ceux qui sont appelés à mettre en exécution ces projets-là, pour dire qu'on a déjà sous la main des exemples de déception, et que ces projets-là, on les avale pas tout de suite, mais on les empêche pas non plus. Mais il faudrait que la concrétisation soit vraiment ce qui a été annoncé. Eh bien, la plateforme industrielle d'Aditicop qui s'inscrit dans le PND, le plan national de développement, et ce PND qui se retrouve lui aussi impacté par le ralentissement de l'activité économique dû, encore une fois, à la Covid-19. Oui, je crois que quand on prend un peu le délai par rapport au PND, je crois que ça devait couvrir jusqu'en 2022, quelque chose comme cela. Bon, aujourd'hui, on se demande comment ça va s'organiser, parce que 2020, c'est pratiquement une perte. Il y en a même qui s'amusent à dire qu'il va falloir extraire ça du calendrier, du calendrier, du temps, pour dire que non, bon, ça n'a pas existé, c'est maintenant, on va en 2020, mais malheureusement, ça va impacter quand même la société à vie, en tout cas sur une très longue période. Et donc, aujourd'hui, mais il faut se battre, il faudra pas aussi, ça, l'impact est là, on l'a dit tout à l'heure sur le plan économique, mais il faudrait pas aussi que ça serve de prétexte à certains niveaux pour dire, bon, tout le monde dira, c'est la Covid, même l'élève qui va échouer au prochain bac, c'est la Covid. Il faudra aussi ne pas arriver à des situations pareilles. Et c'est dire que malgré cette grisaille, il y a quand même quelques raies de lumière, notamment cette plateforme d'Aditicop qui vient d'être lancée avec des promesses, investir jusqu'à 130 milliards de francs CFA, créer 35 000 emplois directs ou indirects à terme. Nous serons là pour évaluer tout ça. Il y a également de petites offres ici et là. Et ce matin, nous apprenons que une agence veut recruter des agents de sécurité. Ça peut être un début. Alors, si vous êtes au quartier Atikoumé, le long de la voie jusqu'à Zanguera, depuis Atikoumé jusqu'à Zanguera, si vous êtes intéressé par le poste d'agent de sécurité, vous contactez le 90 06 52 52, le 90 06 52 52 ou le 90 82 82 68 pour faire valoir vos talents. Vous devez être des jeunes filles, des jeunes garçons entre 20 et 40 ans. Maintenant, si vous êtes à Tiégou, si ce poste vous intéresse, également le même numéro, sauf que pour Atiégou, ce sont les anciens militaires, les anciens gendarmes et les anciens policiers qui sont vivement souhaités pour ce poste d'agent de sécurité. Fabrice, donc anciens militaires, anciens policiers, anciens gendarmes qui sont sollicités pour garder un entrepôt, s'offrir une troisième retraite. Oui, je crois que la cible, ça s'explique un peu. Vous savez, surtout pour les militaires qui n'atteignent pas un certain niveau de grade, ils partent à la retraite au moment où la vie commence, à 40 ans. C'est-à-dire, vous rentrez dans l'armée à 20 ans et puis, bon, à 40 ans, on dit que vous êtes à la retraite. Vous comprenez un peu le drame. Et puis bon, quand vous étiez en fonction, Dieu seul sait quel était votre salaire et combien vous avez cotisé. Et aujourd'hui, il est important de réfléchir pour effectivement permettre à ces gens-là une troisième vie, un peu comme vous le dites. Et je crois que, ayant été agent de sécurité, enfin, un corps habillé, vous avez quand même beaucoup plus de réflexes qu'un simple civil dans ce genre de profession. Mais aussi que ça ne soit pas une autre exploitation où vous allez passer toute votre vie à être, bon, on dit l'armée c'est un sacerdoce. Bon, vous y entrez, c'est pas pour être riche, d'accord. Et bon, à 20 ans, très jeune, 18 ans, on vous prend. Et puis à 40 ans, on dit que vous êtes à la retraite. C'est compliqué. À 40 ans, si vous avez un enfant si à 20 ans vous avez fait un enfant, on se marie un peu tardivement. De plus en plus tardivement. Pour des raisons liées à l'économie. Donc ça voudrait dire que vous partez à la retraite ou parfois vous avez des enfants au primaire, au collège. Qu'est-ce qui va se passer? Puisque il y en a qui sont capables de vivre encore 40 ans après leur retraite. Alors, donc, cette situation-là, ils sont obligés de rechercher un emploi pour pouvoir gérer
leurs arrières. Mais sauf qu'il faudra aussi que ces emplois-là soient plus ou moins décents. Un agent de sécurité, c'est pas un mauvais emploi, mais je crois que c'est le traitement qui détermine un peu l'intérêt que l'on a à vouloir y aller ou pas. Et maintenant, au niveau des civils, c'est vrai aussi que il y a cette situation-là où certains pensent que une fois un préfet dans une localité nous amusait en disant qu'on voulait reconvertir des jeunes dans l'agriculture sur des projets. Il y en a qui ont estimé qu'ils ont fait la classe de 5e et que c'est pas ça qui leur est destiné, qu'ils attendent un concours de la fonction publique. Ça aussi, c'est un problème. Bon, ailleurs, les gens le font. Il y a des gens, ils sortent de l'université, ils n'ont pas encore d'emploi. Vous allez interroger un peu ceux qui sont aujourd'hui qu'on appelle ministres, DG et tout cela. Demandez-leur qu'est-ce qu'ils ont pu faire comme boulot à un moment donné quand ils étaient de l'autre côté de l'océan. Ils vous diront, il y a des boulots qu'on fait d'une manière temporaire pour gérer des situations. Et à un moment donné, je crois que il faut redescendre de ce piédestal-là, genre dire, bon, moi j'ai le bac, je peux pas faire ça. On peut commencer et peut-être après espérer atteindre ce qu'on aurait souhaité depuis qu'on était jeune. Merci. Comme on dit chez nous, on peut commencer par s'asseoir sur une mauvaise branche avec l'espoir que on trouvera la branche souhaitée. Eh bien, anciens militaires, anciens gendarmes, anciens policiers, dans les environs d'Atiégou, si vous êtes intéressé par ce poste de sécurité, vous contactez le 90 06 52 52 ou le 90 82 92 68. Même numéro pour les jeunes qui sont depuis Atikoumé jusqu'à Zanguera, un petit emploi en entendant mieux. Revenons donc à votre parution, le libéral. Vous consacrez votre éditorial aussi à l'économie. Je vous cite, Fabrice, abat l'insécurité maritime et vive l'économie bleue au Togo. Oui, c'est un article dans lequel on revient un peu sur l'apport de l'économie bleue à notre économie en général et puis relever cet éternel problème d'insécurité maritime qui quand même met les bâtons dans les roues. Et quand vous parcourez l'article, quand même il y a des statistiques qui sont fournies par l'ONAM en ce qui concerne les braquages ou du moins les piratages sur nos eaux, avec près de 201 piratage ou du moins braquage sur nos mers en 2018 par exemple. Et donc on revient là-dessus pour remettre un peu au goût du jour ce sommet-là qui avait été organisé à Lomé, qui avait pour objectif quand même de régler un certain nombre de problèmes, parce que l'économie bleue elle est réelle et elle apporte beaucoup en ce qui concerne les économies des pays qui ont la chance de s'ouvrir sur la mer. Merci Fabrice. On va terminer avec le Mali. Nous avons appris que le chef d'État du gouvernement de la CEDEAO aurait dû tenir un séminaire aujourd'hui, enfin une conférence, une visioconférence pour plancher sur la situation au Mali. Nous apprenons que la conférence est reportée sur le vendredi prochain, ce qui ne vous empêche pas de titrer le libéral CEDEAO. Comment sauver la face dans le dossier malien? Oui, la CEDEAO, il faut le dire, est en train de perdre la face dans le cas malien, parce que c'est une organisation qui a été quand même pendant longtemps présentée comme mieux organisée, si vous permettez la tautologie, et qui a réussi quand même à régler un certain nombre de crises. Déjà en 2005, ils ont réussi quand même à convaincre Faure Gnassingbé de démissionner, même si c'est une démission du bout des lèvres, il y a eu quand même démission. Et élection après, il y a eu quand même le cas gambien. En tout cas, il y a plusieurs exemples où elle est toujours repartie la tête haute. Mais on constate que notamment Sierra Leone et le Libéria, il y a quelques années. Oui. Alors, mais même le Burkina à côté ici, quand même, ils ont réussi quand même à faire quelque chose. Mais on constate que dans le dossier malien, apparemment, ils sont tombés sur un os dur à croquer. Et depuis le coup d'État et les négociations qui sont en train de se dérouler, la CEDEAO n'a pas réussi à marquer le moindre point. Sur la question du retour de IBK, c'est perdu. Et jusqu'aujourd'hui, ils n'ont pas réussi quand même à faire libérer IBK et ses ministres qui sont toujours en détention. Et maintenant, la seule chose qui leur reste peut-être pour sauver même le remettre le pouvoir aux civils, là aussi ils ont perdu la face. Et nous disons dans cet article que la seule chose qui leur reste peut-être pour essayer de sauver la face dans ce dossier-là, parce qu'ils l'ont déjà perdu en réalité, c'est peut-être
la durée de la transition, où là aussi ils ont plus ou moins le soutien de une certaine population qui estime qu'il faudrait pas que la transition dure. Mais on espère tout simplement qu'ils arriveront quand même à placer une exigence qui va passer dans cette négociation-là. Sinon, à l'avenir, il faut dire que c'est un coup dur pour cette organisation et ça risque de faire jurisprudence dans d'autres cas. La CEDEAO qui compte des chefs d'État qui font ou qui envisagent de faire plus de 2 mandats. Le cas du Togo ici, Faure Gnassingbé à son 4e. En Côte d'Ivoire et en Guinée, c'est Condé et Ouattara qui sont tentés par ce 3e mandat qui risquerait éventuellement de poser problème. Ce qui amène la dépêche à écrire que la CEDEAO des peuples contre la CEDEAO des dirigeants africains corrompus. Il est 12h, nous allons suspendre le débat, le temps de rebondir avec vous, avec vos questions et commentaires après ce clin d'œil à nos partenaires. 93.5 Canal FM. À présent, la parole est à vous et merci également de répondre au concours. À quel âge correspond au jubilé de Titane? Vous envoyez les réponses que je transfère à l'heureux du jour, le professeur Kondi Agba, qui vous dira son message. Merci au professeur qui vient de nous envoyer un message en direct ici au studio, la preuve que il y a au moins une personne qui nous suit aujourd'hui. Maintenant, la parole est à vous sur l'un ou l'autre sujet débattu aujourd'hui. Oui, le premier auditeur, bonjour. Oui, bonjour. Bonjour. Oui. Comment ça va ça va chez nous? Ça va chez moi aussi. Ok. Oui, c'est votre frère, monsieur Sobalé, papa Sobalé. Oui. Bon, alors que l'église, milieu bien organisé constituant le lieu le mieux propice pour la réussite de sensibilisation de masse, puisque vous ne pouvez pas faire la sensibilisation de masse, et que l'église, qui étant bien organisée, pouvant réussir cette sensibilisation. Mais je ne sais pas pourquoi on a empêché jusqu'à ce jour l'ouverture, le fonctionnement de l'église qui peut aider quand même la masse, étant donné que beaucoup se trouvent à l'église. Or, on n'arrive pas à inviter les masses dans les différentes langues. Vous savez que notre population n'est pas tellement électrique. Donc, vous voyez, vous constatez, vous vous rendez compte que quand vous allez par exemple à l'intérieur, il y a des gens qui vous demandent de quoi s'agit-il votre maladie, bien la maladie de la personne. Qu'est-ce qui regarde l'ouverture de l'église jusqu'à aujourd'hui? Merci, cher ami Sogbale. Mais je pense qu'il faut relativiser un peu. Les églises ont été réouvertes depuis quelques semaines, même si c'est de façon partielle. Docteur Lacté, c'est une question qui nous revient souvent. Pourquoi l'État tarde à ouvrir pleinement toutes les églises et lieux de culte? Oui, je crois que après la levée de la restriction, on ne peut pas donner la liberté à tout le monde de faire en même temps. Il faut commencer petit à petit et je crois que c'est ce que le gouvernement a fait. Il a donné l'autorisation à certaines églises d'ouvrir pour qu'on puisse voir comment évolue, comment la population respecte les mesures barrières, même dans les lieux de culte. Et la liste de ces églises qui sont ouvertes a été, je crois, publiée et chacun peut aller prier là en attendant de peut-être généraliser l'ouverture des lieux de culte. Et encore une fois, c'est notre discipline qui pourra amener l'État à ouvrir tous les lieux de culte. Effectivement. L'auditeur suivant, bonjour. Allô, bonjour l'ami. Apparemment, il n'est pas... Oui. Allô, bonjour. Bonjour. Oui, c'est monsieur? Bonjour, le plateau. Oui, c'est monsieur? C'est monsieur Awari Ulrich. Ok, allez-y. C'est pour souhaiter un joyeux anniversaire à notre cher ministre. Merci. Et pour répondre, il a 72 ans. L'anniversaire du ministre Agba ne fait pas partie de vos interventions. Réagissez sur les sujets débattus. Ah bon. Merci. Merci beaucoup. Je vous en prie. L'autre auditeur déjà en ligne, bonjour. Allô, bonjour. Oui, bonjour, monsieur Sass. Oui, c'est monsieur? Monsieur Félix. Félix, nous vous écoutons. Ok, je vous salue tous. Ce qui concerne l'ouverture des cultes, des lieux de culte,
Moi, je suis parfaitement d'accord pour notre gouvernement à propos de l'ouverture des cultes. Parce que si les maladies là se propagent maintenant, ça serait plus pire. Et je vous exhorte tous que nous tous, on peut prier dans nos chambres. Ok. Le bon Dieu est partout. Oui, on peut prier dans nos chambres, mais nous prions mieux dans les mosquées, dans les églises, dans les temples. C'est une vérité aussi vieille que le monde. Oui, on ne refuse pas. Parce que si on est atteint, on peut aller prier maintenant. C'est ça qui est plus pire. Merci. C'est une préoccupation, comme l'a dit tantôt le docteur Lacté, vivement que nous nous comportions de façon responsable et que le gouvernement ait des arguments d'ouvrir tous les lieux de culte. L'auditeur suivant, bonjour. Allô. Oui, il y a tellement d'écho autour de vous. Diminuez le volume de votre radio. Allô. Oui, bonjour. Bonjour, monsieur. C'est monsieur? C'est monsieur Djouaré. Djouaré. Ok, nous vous écoutons. Allô? Oui, nous vous écoutons. Allô? Monsieur Djouaré, apparemment, n'est pas bien connecté avec nous. Nous passons à un autre. Bonjour. Bonjour, grand frère, c'est comment? Ça va, c'est monsieur? C'est Patrick Ali. Patrick Ali. Oui. Ok, nous vous écoutons. Non, je dis Patrick en ligne, hein, pas Ali. Patrick, ok, allez-y. D'accord. Alors, premièrement, j'ai eu une question à l'endroit de la Kharama d'Amté avec vous ce matin. Je veux comprendre, est-ce que cette maladie, c'est-à-dire la Covid-19 là, une femme qui est enceinte peut transmettre ça à son fœtus? Ça, c'est la première question. Oui. La seconde va au monsieur de santé et éducation. Oui. J'aimerais, à partir de 40 ans, est-ce qu'un homme peut, ou bien une femme seulement peut faire le sport en courant à partir de 40 ans en allant? Merci, voilà. Merci. Docteur Lacté, oui. Est-ce qu'une mère enceinte peut transmettre la COVID-19 à son fœtus? Pour le moment, il n'y a pas de preuves scientifiques faisant état de la transmission de la mère enceinte à son fœtus. Mais je le dis souvent, c'est une maladie qu'on ne connaît pas assez. Les études continuent et on ne sait pas ce que l'avenir nous réserve. Mais pour le moment, rien n'est établi. Il n'y a pas de preuves scientifiques faisant état de la transmission mère-enfant dans le ventre. Merci. Gadiel, 40 ans en allant, est-ce qu'on peut faire le sport en courant? Cela me rappelle la communication qu'a faite le médecin du sport, Dr. Kouvaé, tout dernièrement, à l'occasion de la 4e édition du MABEST. Si vous avez l'habitude de courir très jeune, jusqu'à 40 ans, oui, mais il y a un rythme à respecter. Sinon, tout ce qu'on propose aujourd'hui pour beaucoup, c'est la marche. La marche, 30 minutes par jour, durant toute la semaine. Donc, ça fait le même effet. Merci. Voilà. L'auditeur en ligne, bonjour. Allô, bonjour l'ami. Oui, allô. Oui, c'est monsieur? Oui, c'est Pelé. Oui, Pelé. Oui, bonjour le plateau. Bon, je voudrais intervenir par cette maladie Covid. Je pense que la manière dont le gouvernement prend l'allure, on tend vers le bouclage de cette terre victoire. Parce que ce qui se passe aujourd'hui, je pense que c'est une question de conscience personnelle. Il faudrait que tout le monde soit conscient qu'il y a la maladie et que le gouvernement prenne une décision pour les cache-nez obligatoires. Je pense que ça peut servir beaucoup de choses. Mais il faut dire que, voilà, cette région ici, là, mais quand vous parlez de région de savane, il faut que la région de Kara est à côté et centrale et l'autre est à côté. C'est obligatoire. Donc il faudrait qu'on prenne considération pour ça que c'est une maladie fait avec. Merci Pelé, on a compris l'essentiel. Docteur Lacté, je crois que depuis quelque temps déjà, le gouvernement a rendu le port du cache-nez obligatoire.
Oui, le port du cache-nez est obligatoire, mais comme il le dit, c'est une question de responsabilité. Nous, on ne gagne pas on ne peut pas gagner sans la participation de la communauté, sans la participation des leaders d'opinion religieux, traditionnels, ce n'est pas possible. La population doit être responsable, prendre le relais pour sensibiliser. Chacun doit sensibiliser autour de lui, pour qu'on évite d'entendre ces questions de « et votre maladie », comme si cette maladie ne concernait que certaines personnes et d'autres sont exclus de ce sphère. Merci, docteur Larté. L'auditeur suivant, bonjour. Alors, bonjour, monsieur. Oui, c'est monsieur. C'est monsieur Cordio de l'éducation administrative. Ok, allez-y. On a une inquiétude concernant le bouclage des villes. On aimerait savoir si lorsque quelqu'un qui est en transit vers le nord, il ne peut pas passer au bain, c'est juste pour quelqu'un qui veut avoir comme au point de chute dans cette ville bouclée. Docteur Larté? Oui, je n'ai pas bien compris la question. Quelqu'un, est-ce qu'on peut traverser les zones là si on est en transit? Oui, bien sûr, on peut traverser. Il y a des bouchons, c'est-à-dire des barricades pour vérifier d'où vous venez et voir, faire en sorte que vous ne preniez personne. C'est juste, on ne doit pas prendre prêtez-moi le mot, c'est-à-dire on ne doit pas prendre de voyageurs dans les villes. Donc, mais vous pouvez directement en transit. Vous passez directement en transit. On vérifie, il faut aussi respecter dans le bus ou bien dans le moyen de transport que vous avez pris, respecter cette distance physique que le ministère a mis en place. Merci. L'auditeur en ligne, bonjour. Bonjour, Canal FM. Oui, c'est monsieur? C'est monsieur Abalo. Abalo, nous écoutons. Oui, j'ai une petite inquiétude par rapport à Covid-19. Diminuez un peu le volume de votre radio. Oui, okay. Oui, allez-y. C'est bon maintenant? Oui, allez-y. Ok, mon inquiétude c'est que je connais un ami qui me disait qu'il a eu un cas contact depuis le 6 août et que c'est le 22 août qu'on a fait le test. Depuis le 6 août, c'est le 22 août qu'on l'a appelé pour le faire le test au niveau de Kazef le samedi. Oui. Et bon, lundi, on l'a donné les résultats que c'était négatif. Mais je me suis dit que ce genre de cas, est-ce que depuis le 6, il faut attendre jusqu'au 20 août? Mais vous voyez déjà l'intervalle. Si jamais il était positif. Exactement. Donc, je pense que parfois aussi, c'est comme la communication au niveau des médias ne reflète pas la réalité sur le terrain. Oui, voilà. Bon, mon deuxième point, votre deuxième point, c'est par rapport à votre communiqué. Moi, je suis un peu frustré quand on dit aux jeunes de 20 ans d'aller faire gardinage, parce que ça me révolte un peu. C'est juste un emploi temporaire. Hein. Oui, comme Fabrice l'a dit, même nos ministres DG, si vous disiez les travaux qu'ils avaient fait quand ils étaient étudiants, peut-être qu'on comprendrait mieux. Le docteur Larté, sa préoccupation sur le temps mis à faire le test à cette personne contact. Oui, les personnes contacts à qui on fait immédiatement le test, c'est le personnel de santé. Lorsque le personnel de santé est identifié comme personne contact d'un cas confirmé positif, là, on lui fait immédiatement le test parce qu'il est appelé à continuer son travail, tout en mettant maintenant les masques N95. Mais le personnel, les autres personnes, il y a 2 tests qu'on leur fait, au 7e et au 16e jour. Donc, on suit la personne, on lui donne les règles à suivre, les mesures, les gestes préventifs à adopter jusqu'au 7e jour, où on fait un premier prélèvement. Et après, on continue le suivi. Et au 16e jour, on fait un deuxième prélèvement. C'est après ce deuxième prélèvement, s'il est toujours négatif, qu'on le libère. Ce n'est pas qu'une fois qu'on vous identifie, personne, contact, on vous prélève immédiatement. Non, ça dépend. Ça dépend. Merci, docteur. L'auditeur en ligne, bonjour. Bonjour, Canal FM. Oui, c'est monsieur? Monsieur Marcel. Marcel. Oui. Eh bien, vous avez la parole. Ok, je voulais aborder au sujet de Covid-19. Et apparemment, le gouvernement, je ne sais pas ce qu'il nous cache à propos de la pandémie. Puisque, quand vous voyez nos marchés,
les marchés sont tellement abordés, c'est-à-dire débordés, que vous ne pouvez même pas regarder les gens. Au même moment, on ferme des bars, on ferme des églises. La fois passée en France, sur les terrains de foot, on voyait des gens qui sont allés dans des stades, mais en cache-nez. Maintenant, on nous dit de bouquer la vie, de ne pas sortir, de ne pas faire quoi. Maintenant, la maladie va durer 10 ans. Nous allons rester dans ça. Je ne comprends plus rien. Merci. Docteur Lacté va vous expliquer. Et c'est vrai qu'il parle des marchés. Lorsque nous allons dans un marché, on a l'obligation de porter le cache-nez et avant de rentrer dans le marché. Mais dans un bar, après une ou deux bières, franchement, nos sens sont émoussés et on ne peut plus respecter cette distanciation physique. On est même obligé de baisser le cache-nez avant de boire et les conversations vont, on se tapote, on ne respecte plus rien. C'est peut-être pour cela que les bars, au début on les avait laissés ouverts, mais une belle nuit comme ça dans la zone d'Avédi, Limousine, on est venu ramasser les tables parce que les gens ne respectaient plus rien du tout et cela augmentait les cas. Donc voilà pourquoi il faut quand même respecter certaines choses. Merci. Nous prenons le dernier auditeur aujourd'hui. Bonjour. Bonjour. Oui. C'est Zoukenine à l'appareil. Oui, Zoukenine, allez-y. La dernière fois, je pense que c'est le 14 euros. J'attire votre attention concernant la partie dont les gens débattent quand les maisons mortuaires sont enlevées, les morts, soit disant que c'est mort l'enfant, de tuer. Nous vous écoutons très mal. Bon, d'accord. La dernière fois, j'attire votre attention sur les décès qui arrive que le comité de riposte contre Covid a atterri dans les maisons et reçu les corps comme quoi c'est eux qui sont chargés de faire l'enterrement. Oui. Ça, c'était le 14, j'avais tiré votre attention sur ça. Hier, dans le village de Kadambara, dans la préfecture de Tchaoudo, je ne sais pas quelle corrélation entre l'instauration du couvre-feu et cette histoire de Covid trouvée dans cette préfecture. Parce qu'il y a seulement, il y a une petite décidée, et c'est un chef de Sokodé, elle n'a jamais été déclarée de Covid, elle meurt, et c'est le comité qui vient faire l'enlèvement de la vieille l'enterre comme un chien, c'est-à-dire franchement dit comme un chien, sans aucune prière. Ça suscite des colères. Et je leur dis, il faut faire très attention parce qu'ils vont croiser certaines personnes qui ne seront pas d'accord. Et bonjour les dégâts. On ne va pas faire la prière sur le décédé, même à distance. C'est mieux. On va laisser le corps. Mais refuser cela, c'est très grave. Merci. C'est une préoccupation qui revient souvent. Docteur Lacté, à supposer que ce que l'ami partage avec nous est vrai. Votre réaction? Vous savez, il y a toujours ce qu'on appelle l'enterrement digne et sécurisé. Et on peut faire participer au moins un membre de la famille. Là, on n'enlève pas les décédés de Covid-19 comme des chiens, non. Nous procédons à un enterrement vraiment digne et sécurisé. Ce n'est pas parce que la personne n'a pas été dépisté positif lorsqu'il était vivant, lorsque la personne était vivante, qu'à sa mort, on ne peut pas faire le test. Il y a des personnes qui meurent, mais on leur fait le test pour voir pourquoi est-ce que il y a cette mort inexpliquée. Lorsqu'il y a une mort inexpliquée, on fait le test et ce test peut revenir positif. Dans ce cas, on est obligé de faire un enterrement digne et sécurisé. Mais docteur, beaucoup de personnes se plaignent que c'est après la mort de leurs parents que subitement on vient trouver que cette personne est morte de Covid-19, alors que durant toute sa maladie, aucun test n'avait été fait. Et puis dans la précipitation, on enlève le corps, l'enterre à l'insu de la famille. Pendant au moins 2 semaines, nous avons parlé du cas du feu à Bopé, l'ancien directeur des transports routiers et ferroviaires. Donc la question revient, eh bien c'est une prière. Veiller en sorte que les gens n'aient pas des raisons supplémentaires de douter, de prêter d'autres intentions à la coordination. Oui, lorsque vous allez à l'hôpital, on ne peut pas sauter sur vous en même temps pour vous faire le test. Il faut qu'il y ait des signes qui orientent le prestataire
l'Orient a demandé le test de Covid-19. Donc, ce n'est pas à tous les patients que nous faisons le test. Maintenant, au cours de l'évolution de votre maladie, si on remarque que vous manifestez un signe là, on est obligé de faire le test. Mais il se fait que dans certaines formations sanitaires, le test dure 24 heures. Lorsque le temps que le test ne sorte, si vous décédez, on est obligé de vous faire un enterrement digne sécurisé. Mais en tout cas, c'est un appel que vous lancez à tous les prestataires de santé pour que nous puissions communiquer mieux avec nos patients, les accompagnants de patients. Mais je vous dis que sincèrement, certains ne veulent rien comprendre. Je vous l'ai dit tout de suite. La dame, la jeune fille est venue pour un asthme, mais au cours de l'évolution de la maladie, on lui fait le test, on se rend compte qu'elle est positive, mais jusqu'à ce qu'on l'amène au CHR, sa grande soeur qui a été à son chevet, qui se faisait tout, dit que non, sa petite soeur n'est pas malade de Covid-19. C'est difficile de réveiller quelqu'un qui dort. Donc, merci docteur. Eh bien Fabrice, toutes les questions sont allées à notre personne ressource aujourd'hui sur la Covid-19. Oui, je voulais revenir un peu sur les rites réservés à nos morts. Je crois que c'est un problème culturel. Et que quand il dit que enterrer comme un chien, ça se dit chez nous. Et généralement, le mort est enterré par les siens. Et il y a quand même une certaine délicatesse qui entoure cela. Mais quand c'est enterré par des personnes étrangères, ça donne l'impression qu'on se débarrasse. Et donc, moi, je crois qu'il faut qu'au niveau du comité, on réfléchisse sur cette question du sort réservé aux décédés de la Covid-19. Est-ce qu'on peut pas peut-être prévoir des cercueils où on peut sceller, où on informe la famille, on n'ouvre plus, même s'il y a une petite vitre quelque part où ça permet d'identifier quand même la personne qui est décédée, pour qu'on puisse même au moins permettre à la famille de faire. C'est culturel, c'est chez nous. C'est-à-dire on m'informe dans une heure que j'ai un être qui est décédé, le temps que j'arrive on me dit qu'il est enterré, je dirais qu'il est enterré comme un chien. C'est comme ça se dit chez nous. Parce que tant que tu n'as pas été entouré, mais on comprend que c'est une situation, comme on le dit, que c'est une maladie qu'on ne connaissait pas. Et c'est au fur et à mesure qu'on réfléchit pour trouver des solutions sur ce cas réservé au décès. Je crois qu'il faut réfléchir pour voir si on ne peut pas trouver une autre solution. Fabrice, vous terminez par votre carton de fin d'émission? J'ai pas de carton pour cette journée. Merci. Mais je souhaite joyeux anniversaire à Joël Lega qui m'a laissé seul aujourd'hui. Ah, il a anniversaire aujourd'hui. Oui. Ah. Eh bien, Gadiel Kenyaji. Oui. Ben, moi, j'ai quand même aussi à donner un témoignage par rapport à tous ceux qui pensent que cette maladie n'est pas vraie. J'ai suivi une conversation comme ça dans la rue, une jeune dame qui voulait convaincre ses sœurs que il y a quelqu'un de haut placé qui lui a dit que la Covid-19 c'est du feu, donc ce n'est rien, ce n'est pas vrai, donc et la jeune dame n'avait pas porté le cache-nez. Donc moi je l'ai approché et je lui ai dit c'est à cause de ça que vous n'êtes pas en cache-nez. Elle a dit oui, que cette maladie n'existe pas. Ici à Lomé. Ici à Lomé, nous avons encore du travail à faire. On a du travail à faire, donc il faut continuer l'information, la sensibilisation, c'est très important. Vous terminez par votre carton? Bon, c'est un carton vert d'invitation à tout le public à suivre tout à l'heure à 13h30 dans le cadre de la 4e édition du MABEST, une communication sur les hépatites. Sur le Facebook de Santé Éducation, tapez seulement Santé Éducation Facebook, et puis à 13h30, un expert va nous parler de cette maladie qui gangrène la société. Docteur Lacté Adassou Pnip Marceline, la grande vedette de cette émission, votre carton? Je voudrais juste inviter la population à être un peu plus responsable. Le virus circule toujours. C'est ensemble que nous pouvons gagner cette lutte. Donc, ce n'est pas l'affaire du gouvernement, ni des forces de l'ordre, ni des techniciens de santé. C'est l'affaire de nous tous. Et encore une fois, merci pour m'avoir invité sur votre prestigieux plateau. Tout le plaisir a été pour nous. Nous espérons vous retrouver sur autre sujet que la Covid-19. Merci. Joyeux anniversaire à notre grand aîné Kondi Charles Madiamakba. Docteur, professeur, nous avons reçu votre message en direct depuis le studio. Merci à toutes ces bonnes volontés
qui se manifeste à vos côtés. Rendez-vous demain jeudi à 11h si Dieu le veut. Dieu le voudra bien. D'ici là, chaque instant, célébrons la vie.